Préservation de l'environnement, un défi pour la simulation numérique. Tel est le titre de cette table ronde qui nous est proposée par l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique et automatique. On sait à l'heure actuelle que les grands bouleversements environnementaux vont nous obliger à faire appel à des technologies de plus en plus, j'ose pas dire sophistiquées, parce qu'il paraît que ça ne se dit pas pour un outil, ça se dit pour les êtres humains, mais de plus en plus complexes. Et parmi ces technologies très avancées, il y a la simulation numérique. Alors, à quoi de tels outils servent-ils aujourd'hui? Comment les rendre encore plus performants? Ça va être le thème aujourd'hui de cette table ronde. Bruno Sportis, vous allez ouvrir cette séance. Vous êtes directeur du transfert et de l'innovation à l'INRIA et vous avez organisé cette table ronde. Vous allez donc nous dire quel but vous voulez atteindre à la fin de cette table ronde. Oui, bonjour, merci. Donc effectivement, je suis directeur du transfert et de l'innovation à l'INRIA, mais j'ai été aussi dans une vie antérieure chercheur sur la modélisation de la pollution atmosphérique. Donc qu'est-ce qui motive cette table ronde? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, l'environnement, plein d'enjeux dont on entend parler tous les jours, changement climatique, pollution atmosphérique, pollution de l'eau, pollution des sols, etc. etc. Face à ça, il y a des expressions de position personnelle, citoyenne, politique, c'est normal, mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'on a besoin de faire sauter des verrous scientifiques pour comprendre déjà, pour motiver ses positions, et puis on a besoin aussi de faire sauter des verrous scientifiques pour aider à la décision. Et pour comprendre et pour aider à la décision, qui est essentiellement publique pour ces enjeux environnementaux avant d'être industriels, eh bien, les modèles numériques jouent un rôle incontournable au jour d'aujourd'hui. Alors pourquoi? Pour répondre peut-être à votre question de motivation de la table ronde, d'abord parce que ces sujets environnementaux sont très complexes, et ça, c'est pas l'apanage de l'environnement, mais simplement, pour l'environnement, on ne peut pas mettre le monde en laboratoire. On ne peut pas le mettre dans une petite boîte et puis faire des expériences dessus. Et c'est la différence avec d'autres sujets, bien sûr. Et seuls les modèles numériques permettent de pouvoir suivre toute la globalité du monde, de l'environnement. L'océan, l'atmosphère, le sol qui doivent être couplés. Seuls les modèles peuvent nous restituer cette complexité. Donc ça, c'est une première justification du rôle des modèles pour comprendre. Il y a une autre justification, c'est que ce sont des enjeux dans lesquels les incertitudes sont extrêmement importantes à bien cerner. D'abord parce qu'il y a tellement de données dont on a besoin qu'elles sont évidemment en général de mauvaise qualité ou incomplètes. Et on ne peut pas le restituer par des expériences. Les modèles, eux, peuvent restituer de l'incertitude. Voilà, donc ça, c'est un premier élément qui justifie la place des modèles en termes de compréhension. Et la deuxième motivation du rôle des modèles, c'est l'aide à l'expertise. C'est l'expertise en aide à la décision, que ça soit pour la décision publique. Un grand nombre des réglementations environnementales s'appuient maintenant sur l'utilisation de modèles numériques. Par exemple, le cas en Europe pour la qualité de l'air, dont une partie de la réglementation s'appuie sur des résultats de modèles. Et puis aussi pour l'aide aux industriels en termes de déploiement de stratégies industrielles. Parce que derrière, les industriels sont souvent les émetteurs, pas les seuls. Quand on prend notre voiture, on est aussi émetteur de polluants. Par exemple, on pollue. Mais il y a dans un certain nombre de cas les industriels qui sont directement concernés. Eux aussi ont besoin de modèles pour cerner leur contribution. Voilà. Alors on peut rappeler la place de ces modèles aujourd'hui, parce que ce sont des outils qui se développent à une vitesse très importante. L'INRIA a ses responsabilités d'ailleurs dans ces développements, mais ce sont aujourd'hui des outils dont plus personne ne pourrait se passer, que ce soit du côté de la recherche ou du côté des industriels, semble-t-il. C'est ça qu'il faut mettre en avant, je pense. C'est vraiment ça l'idée, oui. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui les modèles sont incontournables, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ils servent, quelles sont leurs limites. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Et là, l'INRIA était, comme vous le rappeliez, l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique automatique, était assez légitime à susciter une table ronde de ce type, pour les deux raisons, parce que la modélisation numérique, c'est au cœur de ses préoccupations de recherche. Et puis la deuxième raison, c'est, et là je suis plus on va dire dans ma casquette actuelle,
qui est que l'INRIA est très tournée vers les enjeux de la société, vers les enjeux industriels, et il y en a beaucoup dans ce domaine sur l'utilisation de modèles. Voilà. Alors, nous en avons au moins un représentant ici, un industriel, donc nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt, mais tout de suite, je voudrais donner la parole à Philippe Lameloise, qui est directeur d'Airparif. Alors, pour analyser l'air d'une ville dont on dit qu'elle est quand même relativement assez polluée, bien qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens, dans le fait qu'elle l'est un peu moins maintenant. Alors, votre but, Philippe Lameloise, c'est la surveillance de l'environnement à Airparif. Donc, vous allez intervenir sur comment vous utilisez ces modèles pour analyser l'air de Paris. Oui, tout à fait. On ne vous entend pas. Oui. Bien, donc Airparif, c'est la structure qui est chargée de surveiller la qualité de l'air, de prévoir la pollution atmosphérique, d'expertiser aussi les raisons qui font que l'atmosphère de la région Île-de-France, mais bien sûr de l'agglomération parisienne, est plus ou moins polluée, et d'évaluer l'efficacité des actions qui sont à mettre en place pour améliorer cette qualité de l'air. Alors, ce sujet de l'atmosphère, c'est le premier sujet en fait de la qualité de l'air, même s'il a été un peu maintenant dépassé, au moins au plan médiatique, par le sujet de la pollution globale, du changement climatique. Là, nous, on va s'intéresser à des questions de pollution atmosphérique à l'échelle de ce que les gens respirent, pas à l'échelle de ce qui fait que le climat se modifie dans la planète, donc plutôt des problèmes locaux de pollution atmosphérique. Et on va s'intéresser plutôt aux produits qui sont dans l'air et qui vont faire qu'il existe des effets sur la santé, que tout le monde connaît, des effets sur la végétation ou des effets sur les matériaux. Tout le monde a l'idée à Paris du salissement des façades, du fait qu'il faut ravaler les murs relativement régulièrement. Donc vous identifiez les polluants, mais vous ne cherchez pas à voir les conséquences, ce n'est pas votre job, ça. Alors notre job, c'est d'essayer de caractériser les niveaux auxquels les personnes sont exposées, les niveaux qui existent dans l'agglomération parisienne. Ce n'est pas notre travail ni de décider des actions qui vont permettre de réduire cette pollution atmosphérique, ni de comprendre les effets de cette pollution sur la santé. Mais par contre, nous utilisons des normes qui sont en général des normes européennes, des critères de qualité de l'air, qui ont été élaborés par rapport à ces effets sanitaires. Alors, pour faire ça, historiquement, on a d'abord mis en place des petits appareils qui permettaient de mesurer la pollution atmosphérique. On croit que c'est très récent, pas du tout. Les premières études de pollution atmosphérique dans l'agglomération parisienne remontent à 120 ans. Il y a 120 ans, on suivait certains polluants. Alors, le dioxyde de carbone, justement, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec le changement climatique, mais qui a été suivi depuis à peu près 1880 en région parisienne. Progressivement, cette palette de polluants suivis dans l'air par mesure, installation d'un genre de thermomètre qui permet de suivre cette qualité de l'air, s'est développé avec les progrès de la chimie analytique à d'autres constituants, le dioxyde de soufre, les poussières en suspension dans l'air. Maintenant, on mesure une soixantaine de produits polluants dans l'air de l'agglomération parisienne. Et au départ, c'était le seul outil dont on disposait pour comprendre, connaître la pollution atmosphérique. Et puis, depuis une dizaine d'années, un tout petit peu plus d'une dizaine d'années, ces outils de simulation numérique sont arrivés et nous ouvrent des horizons complètement différents. Cette fois-ci, on n'essaye plus de mesurer la pollution, on essaye de la calculer en connaissant les émissions de polluants, en connaissant les conditions météorologiques. C'est les deux choses qui font la pollution atmosphérique, les émissions de polluants et la météorologie. Et avec des outils numériques très sophistiqués, sur lesquels on reviendra, on essaye de calculer la pollution atmosphérique plutôt que de la mesurer. Et en fait, on voit qu'on va s'appuyer de plus en plus dans le futur sur un complément entre les deux outils, la connaissance par l'observation, par la mesure, qui va sûrement se développer et se différencier de ce qu'on fait dans l'avenir, parce que la connaissance par la mesure
pose la question de la représentativité de la mesure, des plans d'échantillonnage. Est-ce qu'avec 50 points de mesure dans Paris ou dans l'agglomération parisienne, je suis capable de tout caractériser? Sûrement pas. Et de caractériser l'exposition de 10 millions de personnes? Bien évidemment pas. Et puis la modélisation, le calcul numérique à partir de la météorologie et des émissions, avec ce qu'a évoqué Bruno Sportif, c'est-à-dire l'énorme problème des incertitudes de ces outils. Voilà. Alors, dans la continuité de tout ce que vous venez de dire, je voudrais donner la parole à François-Xavier Le Dimet. Vous êtes professeur à l'université Joseph Fourier à Grenoble, chercheur à l'INRIA. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes un des pères de ces outils? Non, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, vous avez été très pionnier dans la mise au point de ces outils. Dans la mise au point de ces outils, surtout des outils qu'on appelle l'assimilation de données pour précisément injecter les données d'observation dans les modèles pour coupler données et modèles. Donc, pour revenir aussi sur la notion d'environnement, parce qu'il y a plusieurs composantes à l'environnement. Il y a une composante physique avec l'océan, l'atmosphère, les eaux continentales. Il y a une composante biologique et puis aussi une composante sociale. Et la modélisation, maintenant, existe dans toutes ces composantes. On a des phénomènes de société qui sont aussi modélisés, c'est de la modélisation de l'environnement. Et bien entendu, il y a des interactions entre toutes ces composantes qui sont complexes. Et je parlerai plutôt de l'environnement physique. Donc il y a des fluides géophysiques, donc océan, atmosphère, qui a quand même un certain nombre de propriétés qui sont importantes à comprendre pour voir quelles sont les difficultés de la modélisation. Alors une première propriété qui a l'air assez, ou non-propriété qui a l'air assez technique, eh ben, c'est ce qu'on appelle la non-linéarité, c'est-à-dire qu'il y a des transferts d'énergie et de matière entre les différentes échelles. Alors l'illustration la plus simple de cette non-linéarité, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon de Lorentz, qui est connu, qui a été popularisé, qui dit qu'un battement d'aile de papillon peut déclencher un ouragan quelques mois après ou quelques semaines après. Donc ça, c'est un effet de non-linéarité, de transfert d'énergie. Alors, la conséquence pour la modélisation, c'est qu'en toute rigueur, il faudrait aller jusqu'à modéliser tous les battements d'ailes de papillon. Bien entendu, il n'en est pas question. Mais il faut quand même avoir dans les modèles l'équivalent de ces phénomènes, les représenter d'une façon ou d'une autre qui n'est pas directe. Donc, représenter les phénomènes de petite échelle. Alors, autre propriété des milieux physiques, c'est que c'est un peu le sens de ce que disait Bruno, c'est-à-dire les phénomènes ne sont pas reproductibles. On n'a jamais exactement la même situation sur la Terre. Et en ce sens, les sciences de l'environnement ne sont pas des sciences expérimentales, parce qu'on ne peut pas dupliquer une expérience réelle. Donc il faut mettre en place des outils de validation de modèles et de validation de la prévision. Et une autre propriété importante, c'est qu'on ne peut pas isoler une composante de l'environnement. On ne peut pas isoler l'atmosphère de l'océan. On ne peut pas isoler les eaux continentales de l'atmosphère et réciproquement. Et même, on ne peut pas isoler la société humaine de l'environnement, parce qu'avec les effets, par exemple, de dioxyde de carbone, il y a une interaction entre les deux. Donc, il faut prévoir des interfaces, et c'est une des difficultés, disons, qui est dans la mise en place des modèles. Alors, ça veut dire que bon, les modèles, ce sont un ensemble d'équations mathématiques. On est arrivé maintenant à des modèles tout à fait gigantesques, hein, puisque les modèles qui sont utilisés par Météo France ou le Centre européen, par exemple, ont
de l'ordre de 800 millions de variables. Donc l'atmosphère est représentée par un nombre gigantesque de variables. Et on va en rajouter encore? Vraisemblablement, mais ça dépend des moyens de calcul dont on dispose. Mais la conséquence, c'est que si les modèles, on peut définir les modèles comme une information mathématique sur l'environnement. Mais cette information n'est pas suffisante. Si vous avez que des modèles et seulement des modèles, vous ne ferez rien du tout. Il faut tenir compte de toute l'information dont on dispose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette information? Eh bien, cette information, ce sont des observations. Il y a tout un réseau d'observations de la Terre, soit par des mesures directes, soit aussi par des satellites. Il y a des statistiques. Isabelle Erlin nous en parlera, oui, d'ailleurs, puisque oui, c'est sa spécialité. Il y a des statistiques, il y a de l'information, disons, de type quantitatif et qualitatif. Et un des problèmes, c'est comment regrouper toutes ces sources d'informations de façon cohérente pour arriver à reconstituer l'état de l'environnement. Et ça, c'est difficile? Ça, c'est difficile? Oui, c'est relativement difficile et c'est ce qu'on a fait dans notre groupe, c'est de travailler sur ces techniques qui permettent de reconstituer donc l'état de l'environnement à un instant donné. C'est ce qu'on appelle les méthodes d'assimilation de données. C'est ça, c'est-à-dire couplé avec les mathématiques et les informations. C'est des techniques mathématiques donc, qui ont été développées dans les 20 dernières années. Et c'est difficile du point de vue calcul. Pour la météorologie, ce problème, il y a à peu près 20 ans, représentait, il me semble que c'est à peu près 10% du temps de calcul de la résolution des modèles. Maintenant, c'est à peu près 10 fois le coût de l'intégration des modèles. Donc, cette prise en compte des données, du point de vue coût de calcul, c'est quelque chose qui est très très important. Bien, ben on aura l'occasion d'y revenir aussi tout à l'heure. Mais Isabelle Erlin, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA et vous, votre travail consiste plutôt justement à capter des données par le biais des satellites? Oui, alors François-Xavier Le Dimet le disait à l'instant, les données d'observation, elles sont fondamentales pour connaître l'environnement. Et parmi ces données d'observation, donc on a cette multitude de satellites qui observent de façon quotidienne des mesures physiques différentes de l'environnement. Alors ce sont des données qui sont complexes parce que ce ne sont pas des mesures ponctuelles du phénomène observé. Il y a aussi toute la contribution de l'atmosphère puisque le satellite il est à haute altitude et donc le signal émis par la Terre est contaminé par les propriétés de l'atmosphère pour avoir la mesure satellitaire elle-même. Alors, ces données, elles sont complexes, elles sont difficiles, elles sont bruitées et elles servent à différentes choses. On va s'en servir, par exemple, pour faire de la surveillance simplement de l'environnement. En particulier, on va pouvoir surveiller les phénomènes de déforestation sur un continent comme le Brésil, de façon à voir l'évolution des coupes forestières pour créer de nouveaux sites agricoles. On va pouvoir faire de la surveillance sur de grandes zones telles que l'Asie ou l'Afrique, pour voir l'arrivée spontanée de feux qui, comme ils se produisent dans des zones complètement non habitées, vont ensuite pouvoir se diffuser sur des centaines de kilomètres en faisant des ravages monstrueux sur l'environnement. On va pouvoir se servir des satellites, d'autres types de satellites, par exemple pour faire de la surveillance agricole, de la prévision de rendement. On mène en particulier, par exemple, des études sur l'estimation de la dégradation par la grêle des vignobles, de façon à estimer la perte de rendement et estimer les indemnisations qui doivent être faites aux producteurs. Et puis enfin, un grand sujet, un grand challenge scientifique dont vient de parler François-Xavier Le Dimet, c'est le couplage de ces informations satellites avec les modèles de prévision. Donc les modèles de prévision eux-mêmes ne peuvent pas contenir toute l'information, ils ont besoin d'un apport complémentaire des données. Et les satellites, parce qu'on dispose d'acquisitions quotidiennes de l'atmosphère, d'acquisitions quotidiennes de l'océan, vont pouvoir fournir une information complémentaire à ces mesures ponctuelles.
En plus, sur les images, eh bien, on a des formes. On a par exemple pour l'océan, on va voir les tourbillons évoluer dans le temps et c'est une représentation fondamentale de la dynamique de cet océan. On va voir les fronts de température évoluer dans le temps et à nouveau c'est une information qui va pouvoir être ingérée, couplée au modèle pour permettre une meilleure prévision. Donc on travaille aussi en collaboration avec Météo France, le laboratoire GAM de Météo France, sur l'utilisation de structures visibles sur les images satellites, telles que des structures qui sont des précurseurs de tempêtes, de façon à mieux contraindre le modèle et de façon à mieux prédire ces phénomènes qui sont des phénomènes brutaux et qui ne peuvent pas, dont toute la connaissance ne peut pas être modélisée par les équations mathématiques du modèle. Donc on comprend bien que ces modèles deviennent de plus en plus précis dans les informations qu'ils peuvent nous apporter, dans les prévisions aussi peut-être qu'ils peuvent nous apporter. On reviendra tout à l'heure justement sur les limites aussi de ces outils et quels défis vous aimeriez dépasser pour pouvoir encore les améliorer, parce qu'il y a quand même une sorte de sentiment qu'on n'aura jamais fini d'apporter de nouvelles données, d'apporter de nouvelles équations mathématiques pour essayer de bien maîtriser tous ces outils. Alors, je voudrais tout de suite donner la parole à un pionnier aussi, un industriel cette fois-ci, qui est assez pionnier dans son domaine, qui est même pionnier dans son domaine, puisque vous avez été le premier à créer une entreprise qui s'appelle Aria Technologies, qui existe donc depuis 1990 et qui a justement cherché à utiliser ces modèles pour les proposer aux industriels et pour aussi proposer des services. C'est-à-dire ces modèles peuvent vous permettre de donner des conseils à des industriels. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc Aria Technologies a été créée en 90 par 3 ingénieurs-chercheurs d'EDF, études et recherche. Donc on est issus de la recherche. Et la mission première de la société qu'on a créée est de proposer, comme vous l'avez très bien dit, des services et des prestations, et aussi éventuellement de mettre à la disposition d'utilisateurs ces logiciels. Alors, vous avez compris que ces logiciels, ce ne sont pas des logiciels grand public. On ne peut pas simplement donner la disquette et puis, comme Word ou Excel, c'est un peu plus compliqué. Et donc, une structure comme la nôtre permet de faire le chaînon entre la recherche et les utilisateurs. Alors, qui sont ces utilisateurs? On a donc 3 grandes familles d'utilisateurs, donc les industries. Comme vous le savez, donc les industriels sont tenus à faire des études d'impact, des études de danger. Dans les études d'impact, on va essayer de regarder quel est l'impact d'une cheminée, par exemple, d'un rejet, à long terme. Donc on sait que l'usine est bien dimensionnée, qu'il n'y aura pas de problème au démarrage, mais que se passera-t-il dans 50 ans, dans 70 ans, puisqu'on considère qu'une vie moyenne est de 70 ans. Donc on fera une étude avec risque sanitaire pour savoir ça. Et comment faire ça? C'est grâce au modèle. On va modéliser 70 ans de fonctionnement de l'usine. Sur l'étude de danger, on va plutôt regarder l'impact d'un accident. Donc tout le monde a en tête Tchernobyl. C'est pour une très grande échelle. Évidemment, pour les industriels, ça va être plutôt un réservoir de chlore, un réservoir d'ammoniac. Et on va donc pouvoir définir des zones de danger. Et l'industriel, grâce à ces simulations, va pouvoir organiser ces mesures d'urgence, ce qu'on appelle les POI. La deuxième famille, ce sont les administrations, donc les agences de surveillance de la qualité de l'air comme Air Paris qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on en rediscutait tout à l'heure. Donc, Aria avait proposé des modèles en 95. Donc, vous voyez, c'est pas tout nouveau. Air Paris, vous avez proposé des modèles à Air Paris? Oui, donc les premiers modèles qui ont tourné chez Air Paris. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est 95. Les modèles, à ce moment-là, vous avez ouvert cette entreprise alors que les modèles, à ce moment-là, marchaient pas si bien que ça. Alors, je pense pas qu'ils ne marchaient pas aussi bien que ça. Donc, les équations sont les mêmes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup amélioré, on a beaucoup travaillé, mais ce qui a beaucoup progressé, c'est les moyens de calcul
Et donc les ordinateurs maintenant sont de plus en plus puissants, donc on peut faire tourner beaucoup de choses qui étaient strictement réservées à des gros centres comme EDF à l'époque, qui avaient des craies. Pour l'anecdote, je me souviens que dans des conférences, un chercheur m'avait dit « Oui, mais c'est pas du jeu, vous avez votre PC, votre personal cray ». Donc effectivement, ces modèles-là qui sont donc issus de ces gros calculateurs peuvent maintenant tourner sur des vulgaires vrais PC. Voilà, donc c'était un des gros progrès. L'autre progrès, donc, c'est effectivement une meilleure utilisation des mesures, donc grâce aux techniques d'assimilation. Donc vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les progrès qui ont été faits depuis ces époques Tu veux peut-être rajouter quelque chose Bien sûr, Bruno. Bruno Sportis voudra intervenir, mais... Je crois que on a à se confronter vraiment au réel. Et d'une certaine façon, ces outils de modélisation pour l'utilisateur opérationnel, plutôt d'expertise scientifique que je suis qu'administrative, on a commencé à pouvoir les utiliser quand ils ont répondu à des questions qu'on se posait, avec les données d'entrée qu'on avait et avec les puissances de calcul dont on disposait. Effectivement, quand il s'agissait, pour simuler une journée de pollution atmosphérique, d'utiliser 3 ou 4 jours de temps calcul, en termes de prévision de la pollution atmosphérique pour le lendemain, ça ne nous servait pas beaucoup. C'est pareil, quand on était capable de décrire des pollutions sur des secteurs de 200 km par 200, alors que nous, ce qui nous intéressait, c'est ce que les gens respiraient dans Paris, c'était un petit peu limité. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans? Quand on avait une description des émissions très caricaturale au niveau d'une région complète, avec des données uniquement au niveau d'une région, alimenter un outil de modélisation avec, c'était un petit peu difficile. Donc on est maintenant dans une situation où on commence à avoir des outils qui sont utilisables pour les questions qu'on se pose. Ce que je crois qu'il faut vraiment se garder de faire, c'est d'imaginer qu'un jour, même à long terme, on ait un outil universel qui réponde à toutes les questions. Juste pour rebondir sur ce que disait, donc l'objet même derrière la technologie, c'est de pouvoir customiser, donc à appliquer à l'utilisateur les outils. Et on pense effectivement que l'outil universel n'existe pas, puisqu'un outil, c'est pour répondre à quelque chose. Et donc, c'est le rôle d'Aria Technologies, donc notre entreprise. Et on peut espérer des outils de plus en plus spécialisés quand même, de plus en plus performants dans leur spécialisation. Voilà. Bruno Sportis, vous vouliez intervenir? Je ne sais pas si on a le droit de poser aux questions aux autres membres de la table ronde, même si on n'est pas l'animatrice. Moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui était un bon modèle, ça ne veut pas dire grand-chose, pour un opérationnel, pour un scientifique et puis pour une société dont le job est de vendre des services. Je pense que ce n'est pas la même notion de modèle, à mon avis. Un bon modèle pour un utilisateur, on va rentrer dans la notion la plus pure de qualité. On est dans une société de la qualité. Hein. C'est un modèle qui est adapté à ce dont on a besoin dans le contexte où on est. J'ai besoin à l'heure actuelle de prévoir la qualité de l'air en région Île-de-France pour le lendemain. J'ai besoin à l'heure actuelle de caractériser l'exposition de 10 millions de personnes à la pollution atmosphérique et de savoir parmi ces 10 millions de personnes qui et à quel endroit dépasse, qui est au-delà des objectifs qui sont fixés par l'Union européenne et qui est en deçà des objectifs qui sont fixés par l'Union européenne. J'ai besoin aussi d'outils qui soient capables de me dire si le fait de remplacer tous les véhicules de la norme euro actuelle par la norme euro qui existera dans 15 ans, tout en réduisant le trafic à tel et tel endroit, va me permettre de respecter les objectifs de qualité de l'air qu'on s'est fixés au niveau européen aussi. Donc il me faut des outils qui répondent à ces 3 questions-là. Pas de chance, ça ne va pas être les mêmes. Ça va être tous des outils de modélisation, mais ça ne va pas être les mêmes. Et puis aussi, si je veux des outils qui prennent en compte les données que je suis capable de mettre dedans. Pour le moment, je sais avoir une description assez grossière du trafic, des émissions du trafic automobile axe par axe. J'ai une définition pas trop mauvaise aussi des émissions des grosses usines.
Je suis par contre assez mauvais sur la description des émissions du secteur agricole. Ouais. Je suis... Bah vous êtes à Paris quand même. Oui, oui mais quand même le secteur agricole compte beaucoup. Ah oui, même à Paris. Les Masdar, elles se promènent. Et ce qu'elles ont reçu avant d'arriver en région parisienne, eh ben, il faut qu'on le prenne en compte pour calculer la pollution atmosphérique à Paris. Sans ça, on a des résultats totalement aberrants au niveau de la modélisation. Il y a François-Xavier Le Dimet qui voulait réagir, là, il piétine. Non, non, je ne piétine pas. Non, non. Non, je voulais dire que la notion de bon modèle, c'est quelque chose de tout à fait, pas vraiment subjectif, mais ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Parce que si on veut faire de la prévision dans le quart d'heure qui suit, par exemple, pour de la prévision de tornades, ce qui est important, peut-être pas tellement en France, mais dans le sud des États-Unis, c'est quelque chose de très très important. Ça ne sera pas les mêmes modèles qu'on va utiliser que pour faire de la prévision à 24 heures ou 36 heures. Alors, est-ce qu'il existe, si on appelle modèle un ensemble d'équations mathématiques, est-ce qu'il existe vraiment des bons modèles? Je le disais tout à l'heure, un modèle, et seulement un modèle, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut pouvoir le nourrir. Donc, selon ce que l'on a comme données à mettre dans le modèle, sa qualité changera. Si on a un excellent modèle du point de vue mathématique et très peu de données, ça ne sera pas un grand progrès. C'est encore le couplage là qui compte, quoi. Absolument. Et Isabelle? Oui, Bruno pourra sans doute compléter parce qu'il connaît le sujet mieux que moi, mais non seulement on n'a pas toujours un bon modèle, mais parfois c'est intéressant de travailler avec plusieurs modèles et de faire en particulier ce qui s'appelle de la prévision d'ensemble, c'est-à-dire d'utiliser une famille de modèles qui vont correspondre à des données d'entrée différentes, à des paramétrisations physiques différentes, à des résolutions numériques différentes. C'est le cas des travaux faits par exemple en qualité de l'air. Et cette famille de modèles va faire des prévisions qui vont pouvoir être utilisées conjointement pour faire une meilleure prévision et va aussi pouvoir être utilisée pour avoir une mesure de l'incertitude associée à cette prévision. Bruno, tu... Oui, là, ça devient complexe, quoi. Donc là, c'est plus non seulement, pour rebondir sur ce que disait François tout à l'heure, un couple, un modèle et des données, un système de modélisation. C'est un ensemble de modèles, c'est ça le terme consacré, un ensemble de modèles et des ensembles de données. Et ça, c'est pas des élucubrations de chercheurs, parce que, par exemple, opérationnellement, actuellement, quand on fait de la prévision numérique du temps, qui vous est délivrée chaque soir, en clair, après le journal ou avant le journal télévisé, et le résultat d'une prévision d'un ensemble d'une cinquantaine de modèles au Centre européen de prévision. Et la carte qu'on voit est un compromis. Alors derrière compromis, c'est un peu moins, on va dire, un petit peu moins diffus que ça. Il y a des vraies bases scientifiques. C'est un compromis entre ces 50 modèles. Et c'est ça probablement, je pense, l'avenir pour la prévision, par exemple, de la qualité de l'air. Ça tourne d'ailleurs déjà à l'INRIA, d'ailleurs, pour faire un peu de pub pour l'INRIA. C'est vrai aussi que dans d'autres domaines comme la modélisation climatique, c'est clé pour notamment donner des fourchettes d'incertitude, parce que s'il faut décider du jour au lendemain qu'on change radicalement notre mode de consommation énergétique, il faut quand même être sûr qu'on n'est pas juste aux extrémités du spectre de l'incertitude. Donc ça, c'est vraiment le sujet, je pense, un des sujets les plus chauds de la modélisation numérique maintenant. Pour compléter ce que tu dis, à la télévision, précisément maintenant, ils donnent une note à la qualité de la prévision, ça, qui semble tout simple, mais le coût de calcul derrière cette note qui est attribuée à la qualité de la prévision est faramineux, hein, puisque ça correspond à peu près à l'intégration de 50 modèles. Et 50 modèles, c'est énorme. Je peux rebondir là-dessus, parce que derrière, bon, il y a la problématique de l'incertitude, mais derrière, on voit qu'il y a des vrais enjeux de puissance de calcul. Et notamment pour des sujets comme le changement climatique, celui qui a la puissance de calcul a la capacité de répondre à la question. Donc derrière, il y a des vrais enjeux de nation, en clair. Il y a des sujets où si on veut répondre au sujet, il ne faut pas juste des PC. Je suis désolé pour Armand, il ne faut pas juste des PC.
il faut de la force brute de calcul, parce que être capable de dire que sur les 100 ans qui viennent, les résultats, enfin le changement climatique, donc les gros calculateurs là, qu'on appelle les pétaflops, qui n'existent pas encore, les pétaflops, mais on va en avoir, ils vont arriver d'ici, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Est-ce que ça va faire évoluer justement les modèles grâce à ces puissances de calcul qui vont faire passer un saut, quoi, carrément? Un saut, pas. Il faut aussi améliorer la physique qu'il y a derrière les modèles. Et ça, c'est pas très très simple non plus. Mais je veux dire que l'évolution actuelle est plutôt vers l'évaluation des modèles plutôt que d'avoir des modèles plus compliqués. On cherche à préciser l'évolution, la propagation d'erreurs, par exemple, et évaluer les modèles, c'est plutôt dans la tendance que d'avoir des modèles plus compliqués. Enfin, je simplifie assez les choses, hein. Parce que un modèle, c'est quand même quelque chose qui met très longtemps à être au point, hein. Il faut la durée de vie des modèles opérationnels, c'est à peu près de l'ordre de 25 ans, entre le moment où la direction d'un service météorologique décide on va avoir un nouveau modèle, donc il faut faire la conception du modèle, écrire les codes, sa vie opérationnelle, et la fin du modèle, il s'écoule une période d'à peu près 25 ans, hein. Donc c'est quelque chose qui est... Le modèle en soi est quelque chose qui est très très coûteux financièrement, hein. Il y avait Philippe Lameloise qui voulait intervenir. Bruno. Oui, moi je voulais rebondir sur cette histoire d'imbrication des outils Parlez bien près du micro. Des outils de modélisation, cette imbrication. Prenons l'exemple très concret de la prévision de la qualité de l'air du jour pour le lendemain à Airparif. Donc ce qu'on livre tous les jours à l'ensemble du public à travers le site internet le matin ou aux décideurs pour qu'ils décident s'il y a lieu de déclencher les alertes à la pollution atmosphérique, la réduction de vitesse, etc. Tout ça commence, finalement, ça se passe la nuit. Et ça commence aux alentours de minuit. Aux alentours de minuit, il y a d'abord les modèles météorologiques qui vont tourner. Ça ne dépend pas d'Airparif, hein, et qui vont générer des informations de prévision météorologique à différentes échéances qui vont être disponibles aux alentours d'1h du matin, 1h et demie du matin. Et puis à ce moment-là, il y a le système national de modélisation qui va s'enclencher. Lui, il va générer la pollution atmosphérique à très grande échelle, hein. C'est sur l'ensemble de l'ouest du continent européen. Ces informations-là, elles vont être disponibles aux alentours de 3, 4, 5 heures du matin. Ça dépend un peu des polluants. Les particules sont beaucoup plus difficiles à modéliser. On les a un peu plus tard. Et puis après, nous, on va s'y mettre. Et nos outils de modélisation vont commencer à travailler sur ce qui se passe réellement, précisément dans Paris, en prenant toutes ces données qui ont été produites avant et en rajoutant aussi les émissions locales précise de l'agglomération parisienne. Et puis on va arriver avec un résultat aux alentours de 7h, 7h30 du matin, au moment où le prévisionniste d'Airparif va rentrer dans son bureau et va pouvoir dire, en s'appuyant sur le modèle, mais en ne s'appuyant pas que sur ça, en s'appuyant aussi sur sa propre expertise, aujourd'hui, en termes de pollution atmosphérique, ça va à peu près se passer comme ça, et puis demain, ça va être autrement, ça va se passer de telle et telle façon. Voilà comment ça se passe pratiquement. Si on perd Internet, eh ben, on arrête tout, c'est pas difficile. Là, on a beaucoup parlé de complexité de modèles, parce qu'il n'y a plus qu'un modèle, il y a un ensemble de modèles. Bon, Philippe, tu as parlé des problèmes opérationnels, mais je crois qu'en parallèle, et ça, on revient sur ce que disait François Isabelle au début, c'est la question du couple modèle-données. Non seulement ces modèles vont devenir quand même plus complexes, il y a des ensembles de modèles à opérer, mais en plus, les données vont quand même devenir de plus en plus fines. Et là, il y a des vrais enjeux derrière. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux aussi, là aussi de politique publique. Là, par exemple, pour l'illustrer, moi j'ai 2 exemples. Je ne sais pas comment des collègues comme Airparif ou Aria vous positionnez dessus. Par exemple, les données d'émissions qui sont cruciales pour Airparif, parce qu'en clair, vos prévisions, elles dépendent de ce que vous mettez en entrée. Il y a un inventaire national d'émissions qui est en cours de constitution. C'est un travail colossal pour avoir un maillage du territoire au niveau
kilométrique, c'est ça, je crois? Kilomètres carrés. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de données qu'il faut renseigner, pas. avec des évolutions temporelles, c'est ça? Heure par heure. Heure par heure. Ça, c'est un premier exemple. Parlez bien dans le micro, Philippe, parce qu'on ne vous entend pas, c'est ça. Et puis un deuxième exemple, et là, je pense que ça concerne... Il y a vraiment des vrais sujets de recherche derrière. C'est toute la problématique des micro-capteurs qui, moi, à mon avis, si j'ai un avis à voir scientifiquement, vont vraiment révolutionner le sujet, notamment en milieu urbain, où tout à l'heure, Philippe Lamoise parlait de la problématique d'avoir accès à la qualité de l'air, par exemple, dans une rue, parce que ce qui intéresse le Parisien moyen que je suis, c'est pas la qualité de l'air des corbeaux à 100 mètres au-dessus de la ville, c'est dans la rue. Et là, il y a vraiment une révolution, parce qu'il y a des nouveaux capteurs qui existent, qui vont être miniaturisés, qui vont pouvoir déployer en flotte sur les villes. Je crois qu'il y a des expériences américaines, comme l'expérience CitySense, avec des milliers de capteurs déployables. Et ça, je pense que ça va être encore une révolution encore plus forte pour la modélisation que pour les modèles eux-mêmes. Je ne sais pas comment, si je peux poser une question, une fois encore, je ne sais pas comment AirParif ou Aria... Juste sur les microcapteurs, pour nous, ouvrent aussi une nouvelle voie qui est la modélisation inverse. Donc généralement, on regarde, il y a une émission, on regarde l'impact de cette émission. Là, pour certaines applications, on sent bien qu'on ne connaît pas l'émission. Par contre, on va, grâce au microcapteur, pouvoir avoir un très grand nombre d'informations dans l'environnement et, grâce à ces informations, retrouver le lieu de l'émission et les quantités de polluants émises. Et donc là, c'est une des applications des microcapteurs sur lesquelles nous travaillons. Alors, bien sûr, sur les émissions, je peux qu'abonder dans le sens de Bruno Sportis. J'ai l'habitude de dire, alors j'ai jamais fait les calculs, hein, mais j'ai l'habitude de dire que quand je mets 10 000 € sur l'outil de modélisation, il faut que j'en mette 100 à 150 000 sur les données d'entrée en matière d'émissions. C'est-à-dire que le travail qu'AirParif doit développer pour obtenir une description des émissions de la finesse de résolution que Bruno a décrit, c'est-à-dire une résolution très fine dans le temps. Il faut qu'on ait des émissions heure par heure. Puis si on voulait vraiment bien modéliser dans une rue, il faudrait même descendre aux 5 minutes, pratiquement. Et dans l'espace, c'est-à-dire kilomètre par kilomètre carré, ça veut dire qu'on va alimenter un modèle dont la maille, comme on dit, c'est-à-dire l'unité la plus petite d'espace est le kilomètre carré. L'unité la plus petite d'espace kilomètre carré, ça veut dire qu'on fait un grand carré d'1 kilomètre dans Paris et qu'on dit qu'à l'intérieur, tout est en moyenne, hein, tout est pareil en matière de pollution atmosphérique. Donc la qualité de l'air du trottoir est pareille que celle du parc Montsouris. Le modèle le verra comme ça, en tout cas. On a des façons de faire qui permettent d'aller un petit peu au-delà. Mais enfin, bon, voilà où on en est. Si on veut descendre encore plus fin, il faut décrire les émissions encore mieux. Alors, tout à fait d'accord aussi sur les avancements des techniques d'observation, hein, avec les deux voies qui ont été la première voie qui a été décrite, qui est les microcapteurs, qui nous ouvre un autre horizon. C'est-à-dire que si on a des microcapteurs, des tout petits capteurs qui permettent de dire à quel niveau immédiatement on a en termes de polluants, on peut les faire porter aux gens. Et alors, si on les fait porter aux gens, on a une caractérisation directe de l'exposition. Et là, on oublie complètement nos cartes de pollution atmosphérique et on rentre sur une logique de connaissance directe de l'exposition des personnes. Et puis, l'autre côté, que l'on n'a pas encore non plus tout à fait totalement, nous, au niveau opérationnel dans la pollution atmosphérique, qui est l'observation ubiquitaire à travers le satellite. Les deux vont sûrement progresser très fortement dans l'avenir. Justement, il y a la question de la finesse des observations par satellite. Puis aussi, j'aurais voulu que Armand Albergel s'exprime sur un client, qui est quand même un client important pour vous, puisque c'est Pékin à l'heure des Jeux Olympiques. Mais d'abord, justement, la finesse. Et puis après ça, vous pourrez intervenir sur ce contrat que vous avez remporté pour analyser l'air de Pékin à l'heure des Jeux Olympiques. Isabelle. Alors la finesse, je ne sais pas ce qu'on entend par la finesse. Donc les capteurs satellites acquièrent des mesures
de la concentration sur la colonne complète de mesures de pollution. Et c'est vrai que même si c'est une mesure sur toute une colonne, ce qui se passe dans la haute atmosphère a évidemment des conséquences sur ce qui se passe au niveau de la qualité de l'air et donc au sol, puisqu'il y a des échanges verticaux de la pollution. Et donc ça, c'est un vrai sujet de recherche, c'est-à-dire comment on va pouvoir alimenter les modèles de pollution et comment on va pouvoir améliorer les prévisions sur la qualité de l'air au sol en utilisant cette information satellitaire. On peut aussi imaginer, vous parliez de Pékin, on a les images de la NASA sur les grands nuages de pollution qui traversent la Chine et qui ensuite atteignent le Japon. Là encore, peut-être alimenter ces modèles de prévision à l'échelle globale par l'information de forme sur les nuages de pollution qui traversent tout le continent asiatique et qui participent à une évolution de la pollution très forte. Oui, donc sur Pékin, effectivement, c'est pas un scoop. Pékin est une des villes les plus polluées au monde. On n'a pas besoin de microcapteurs pour s'en rendre compte. Il suffit d'y aller. On s'en rend compte très rapidement. Alors, sur la modélisation, donc Pékin s'était équipé depuis pas mal de temps de modèles dits statistiques, donc, entre autres avec l'aide d'AirParif. Et maintenant, donc, il le change. Donc, la ville de Pékin, donc l'EMC, l'Environmental Monitoring Center, qui joue le rôle d'AirParif pour la ville de Pékin, veut avoir un modèle donc dit déterministe. Et donc, nous utilisons un modèle qui est issu donc de la recherche française, qui est Chimère, et qu'on a mis en opérationnel. Donc, il tourne depuis octobre. Alors les résultats sont pour le moment sont bons pour le centre-ville actuellement. On a des petits soucis sur les inventaires d'émissions. Qu'est-ce que ça veut dire les résultats sont bons pour le centre-ville? Alors ça veut dire pour le moment l'objet comme Philippe l'avait dit tout à l'heure, donc l'objet de ce type de modèle, un modèle ça sert à quelque chose, sinon on le fait pas. C'est deux choses, c'est prévoir la pollution pour le lendemain. Donc là, le test est assez facile. On regarde si le capteur qui est au centre-ville donne ce que le modèle a prévu la veille. Et le deuxième volet, c'est l'étude de scénario. Donc si pour les Jeux Olympiques, on interdit le trafic des poids lourds, ou si on interdit à certains poids lourds de rentrer en ville, qu'est-ce que ça va changer en termes de qualité de l'air? Est-ce que c'est une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Donc ces modèles permettent de répondre à ces deux objectifs. Donc l'expérience de Pékin, à travers donc les difficultés récentes que tout le monde a entendues sur le comportement de la France par rapport à la flamme, etc. Donc c'est un débat qui me dépasse. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais donc la coopération se passe très très bien. On a de très bons résultats techniques. Dans Pékin même, parce qu'on a un inventaire d'émissions de Pékin qui est relativement précis, dès qu'on sort de Pékin, donc les résultats sont un peu moins bons parce que effectivement les inventaires sont pas suffisamment précis. Donc on a parlé des inventaires d'émissions, c'est une des briques extrêmement importantes pour ce genre d'outils. Bruno Sportis. Ouais, je voulais profiter de rebondir sur l'exemple de Pékin. Pour dire que ça montre bien, ça a été évoqué par Armand, que c'est un sujet sur lequel la France a été quand même assez pionnière, quand même, et très en avance, y compris vis-à-vis d'outre-Atlantique, pour être clair, hein, puisque les premiers, là je parle sous le contrôle de Philippe, mais les premiers vrais systèmes opérationnels, la France était vraiment en avance quand même, non, sur la qualité de l'air, je crois. Et ce que montre l'exemple d'Armand, c'est que c'est des sujets sur lesquels, à l'export, enfin, vous êtes à l'export, c'est pareil pour AirParif qui a su exporter son modèle dans certains cas. Et là, ça vaut le coup d'être souligné quand même vis-à-vis de débouchés de la recherche française. Voilà. Je crois qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il y a deux modèles de référence au niveau européen pour travailler aux politiques environnementales en matière de qualité de l'air. L'un est français et l'autre est allemand. Et il n'y en a quasiment pas d'autres. François-Xavier Le Dimet, c'est un peu grâce à vous? Non, pas vraiment. Non, je voulais parler effectivement de coopération. On a aussi mené des opérations de coopération avec la Chine, en particulier sur la modélisation donc, en hydrologie sur le Yangtze.
donc avec l'Académie des sciences de Pékin et puis l'université de Wuhan. Et là, ça ouvre aussi le problème de l'accession des pays en voie de développement à précisément ces outils de modélisation, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui était modélisation pour l'environnement, en particulier météorologie, océanographie ou hydrologie, c'était des technologies de pays riches, parce qu'il fallait avoir les moyens de calcul derrière. Or, maintenant, il y a de nombreux pays en voie de développement, donc en particulier la Chine, le Vietnam aussi, que je connais un peu, où se posent ces problèmes. Au Vietnam, ils ont des problèmes de crues, de prévision de crues, donc on a les mêmes problèmes de modélisation complexe, d'obtenir des données sur les crues pour pouvoir arriver à les prévoir, et puis aussi d'optimisation de la production hydroélectrique, comment réguler les barrages de façon à avoir la plus grande production possible d'énergie sans provoquer de crues. Donc ça, c'est un problème aussi important et qui peut être un sous-produit de la modélisation. Donc dans de nombreux pays en voie de développement, maintenant, le problème se pose d'utiliser des techniques de modélisation. Et avant tout, il faut former des gens, et ça, c'est un problème important, et ça fait partie des atouts de la France pour exporter notre savoir. Voilà. Oui, alors la formation des gens, il y a une question qui est importante aujourd'hui à poser, c'est quelle est la relation entre la recherche publique et puis les entreprises? Comment est-ce que ça se joue? Est-ce que ça se passe bien? Armand, vous avez l'expérience de cette... Vous êtes un peu un lien entre les deux. Voilà, donc on se présente effectivement comme un chaînon entre les deux. Donc nous, on recrute, pour nous, la recherche, c'est notre vivier où on va chercher donc nos futurs collaborateurs. Donc on a effectivement dans notre équipe un grand nombre de gens qui ont fait des thèses, qui sortent des grandes écoles et qui, on préfère évidemment prendre des gens qui ont des expériences sur les gros outils dont on a parlé maintenant. Pour rebondir aussi sur une question qui avait été posée, qu'est-ce qu'un bon modèle pour une société comme la nôtre? Un bon modèle, c'est un modèle qu'on peut maintenir facilement, ce qui veut dire qu'il est bien écrit et qui est bien documenté. Donc les gens qui ont participé à l'écriture et à la documentation de ces logiciels sont pour nous effectivement des candidats intéressants. Isabelle? Oui, j'ai une question moi aussi à Bruno. Indépendamment du fait qu'il faut des bons modèles, et on a vu avoir des bons modèles, c'est pas aussi simple. Là, on va coupler des modèles à différentes échelles, l'échelle globale jusqu'aux échelles très très locales pour la pollution, en particulier sur Paris. Indépendamment du fait qu'il faut coupler ces modèles avec des données, eh bien l'intégration de ces méthodes de couplage et de ces modèles dans des plateformes logicielles est aussi un point fondamental. Donc à l'INRIA, on développe par exemple une plateforme qui s'appelle Polyphémus, qui est développée conjointement par l'École des Ponts, par EDF R&D et par l'INRIA, qui donc permet d'intégrer différents types de modèles de prévision de pollution, différents types de méthodes d'assimilation de données pour coupler les données et les modèles. Et donc cette intégration dans un système logiciel, c'est aussi un des points clés, me semble-t-il, de la prévision de l'environnement. Bruno? Oui, merci de la question. Non, mais la question que tu poses, elle est liée un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que derrière, il y a la question de... plusieurs choses qui ont été dites précédemment, pour parler français. C'est l'aspect, par exemple, opérationnel, dont a parlé Philippe Lameloise, parce que son système qui démarre à minuit, je crois, et qui doit délivrer une sortie à 11h, on comprend bien que ce n'est pas un petit bout de code qui a été écrit dans un coin, donc il y a la contrainte d'opérationnalité. On voit bien derrière que les enjeux que tu pointes, c'est des enjeux qu'a pointé de son côté Armand Albergel. C'est l'aspect, un bon modèle, c'est aussi un modèle où il y a des gens quand même, où il y a du renseignement, où il y a des gens, et ça c'est
C'est l'aspect formation, le fait qu'il ne doit pas y avoir de discontinuité entre la sortie du modèle. On ne peut pas envoyer un modèle chez l'industriel, par exemple, ou la plateforme chez l'industriel. Peut-être que l'industriel, il veut aussi la plateforme et les gens qui ont fait, tout autant peut-être d'ailleurs, ou des gens qui ont travaillé dessus. Donc c'est vrai que la question que tu poses, elle est clé. C'est que on parle plus trop de modèles maintenant, hein, d'ailleurs. Hein, on parle plutôt de plateforme ou de système de modélisation. Parce qu'il y a le modèle numérique, il y a les données, il y a la base de données, il y a les tuyaux opérationnels, il faut avoir conscience de tout ça. Donc tu as raison que c'est clé maintenant. La visualisation des résultats, il y a la visualisation pour l'interprétation postérieure. Bien sûr. Alors, une petite question, et puis nous allons entamer le dialogue avec vous, le public. Philippe Lameloise, alors, comment ça se passe l'air à Paris? C'est comme ça? Ça va mieux? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Parce que vous, tous les jours, vous voyez les évolutions. J'ai déjà dit que la qualité de l'air, c'était deux choses à la fois. C'était les émissions. Les émissions, elles se répètent d'une journée à l'autre et elles évoluent malgré tout sur le long terme. Alors bien sûr, il y a des moments de faible émission. La nuit, il y a moins d'émissions que le jour. Il y a des moments de forte émission. On se dit bien que pour le trafic, les heures de pointe, il doit se passer des choses nettement plus intenses en termes de quantité de polluants émis. Il y a des rythmes saisonniers. Le mois d'août, il y en a un peu moins. L'hiver, il y en a un peu plus parce qu'on se chauffe. Enfin bon. Mais les tendances générales sur les émissions, c'est des tendances lentes. Hein, c'est-à-dire, progressivement, on renouvelle le parc automobile. Et le renouvellement du parc automobile va vers des véhicules qui sont de moins en moins polluants individuellement. Alors c'est compensé par le fait qu'on fait éventuellement... c'est pas totalement compensé, heureusement, mais qu'on fait de plus en plus de kilomètres individuellement. En région parisienne, c'est pas très vrai parce qu'il n'y a plus la place de faire de plus en plus de kilomètres. Donc les choses se stabilisent un peu de ce point de vue-là. Il y a aussi des progrès sur les industries. On se rappelle les usines d'incinération d'ordures ménagères qui étaient très polluantes il y a une quinzaine d'années, qui maintenant ont fait beaucoup de progrès en termes de dépollution. Tout ça, c'est des tendances longues. La météorologie, elle donne des rythmes rapides. C'est-à-dire qu'une journée comme aujourd'hui ne va pas être une grande journée de pollution atmosphérique. Il ne fait pas très beau, il y a un peu de vent, il y a une couverture nuageuse. Tout ça est plutôt bon pour la dispersion de la pollution atmosphérique. Une journée de grand soleil d'été, sans vent du tout, la chimie atmosphérique va transformer très rapidement les polluants. On va avoir de sérieux problèmes de pollution atmosphérique. Une journée d'hiver... avec une grande stabilité atmosphérique, les polluants vont rester sur place. On va avoir le fameux couvercle d'air chaud qui se met au-dessus de la ville, qui va bloquer la pollution atmosphérique, donc des journées relativement polluées. Si on regarde maintenant en tendance sur le long terme, on va trouver à peu près ce qu'on trouve en termes d'émissions, c'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de certains polluants. Oui, il y a des effets fins quand même, parce que de mémoire de mon passé proche, c'est vrai que c'est déstabilisant pour des non-spécialistes. Les baisses, par exemple, et c'est lié aux effets de non-linéarité dont parlait François au début de la table ronde. Le trafic les émissions liées au trafic sont en baisse, par exemple pour les oxydes d'azote, parce qu'il y a une amélioration de la technologie véhicule et des carburants. Mais en parallèle, il y a une augmentation long terme de tes données d'ozone, de mémoire, oui. Et qui sont probablement corrélées à cette baisse des émissions de... Alors c'est dur à expliquer aux gens, mais c'est la réalité. Pour l'ozone, oui, c'est vrai, avec plutôt une augmentation des niveaux moyens et une relative baisse des niveaux de pointe. Pour les oxydes d'azote, c'est un peu plus compliqué encore que tu le dis. C'est-à-dire que les oxydes d'azote globalement baissent. Par contre, le dioxyde d'azote, parmi les oxydes d'azote qui est le méchant dans la série, celui pour lequel on a les normes, non seulement il baisse plus, mais même à certains endroits il remonte. Et ça, c'est des effets, vraisemblablement une part d'effets pervers des pots catalytiques et des filtres à particules qui ont changé les émissions des véhicules. Les normes étaient faites sur les oxydes d'azote totaux et les filtres à particules ont tendance à favoriser les émissions de dioxyde d'azote. Donc on voit qu'on est dans des systèmes qui sont extrêmement complexes. Alors ce qu'on peut dire, j'ai dit qu'on avait quand même une tendance générale à l'amélioration. Pour autant, si on prend le centre de l'agglomération parisienne et la proximité des axes routiers, on est très loin des normes de qualité de l'air que l'on a à respecter au niveau européen.
Alors, ça, j'imagine que vous devez interagir, vous êtes presque obligé d'interagir avec les pouvoirs publics pour essayer de faire... C'est mon métier. Bah oui, c'est votre métier. Comment vous faites alors on est un outil d'expertise, c'est-à-dire que quand ça va mieux, on le dit, et quand c'est insuffisant, on le dit aussi. Et puis, une fois que c'est exprimé, on doit trouver... Les autorités doivent trouver des actions qui permettent de réduire les émissions. Pour le moment, des grandes questions. Alors sur les oxydes d'azote, on sait à peu près comment faire. Une grande question qui se pose pour l'agglomération parisienne, mais aussi pour toutes les grandes agglomérations européennes, c'est la problématique des particules. Pour le moment, on ne sait pas trop sur quel bouton il faut appuyer. Alors tout le monde pense au diesel, mais ça ne suffira pas. Sur quel bouton il faut appuyer pour faire baisser les niveaux de particules qui sont... vu par les spécialistes de santé comme le grand problème de pollution atmosphérique actuel et pour le moyen terme, et un problème qui concerne au premier chef l'agglomération parisienne. D'où une demande en matière de modélisation sur la capacité de modéliser les particules. On n'a pas de chance, c'est le paramètre le plus compliqué à modéliser. Ah oui, et pourquoi ? Parce qu'elle résulte de tas de choses à la fois dans l'atmosphère. Elle résulte des émissions directes. Alors tout le monde focalise sur les diesels, mais il y a les cheminées d'usine aussi. Les diesels pèsent à peu près le tiers des émissions, des émissions directes de l'agglomération parisienne. Les 2 tiers, c'est cheminées, du chauffage ou des usines. Le sable. Il y a la transformation... Il y a les imports, c'est-à-dire le fait que ces particules peuvent venir à très longue distance par la salissure des masses d'air qui nous arrivent, d'une certaine façon. Il y a la remise en suspension, parce que quand les véhicules passent, ils remettent les poussières en suspension en créant un courant d'air autour des particules. Et puis il y a la transformation chimique des polluants gazeux qui va produire des particules, les oxydes d'azote se transforment en nitrate, le dioxyde de soufre se transforme en sulfate. Tout ça est assez compliqué à décrire dans un outil mathématique qui tient en plus dans une puissance de calcul raisonnable. Bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Madame, on va vous apporter un micro. Merci. Quand on parle de changement climatique, certains disent que l'activité humaine y est pour beaucoup, et d'autres disent que c'est plutôt lié à tout ce qui est une cyclicité cosmique. Alors que disent exactement les modèles, et quels sont les modèles les plus fiables? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question parmi vous ? Moi, je ne suis pas un spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste autour de la table du changement climatique. Il y en avait un qui était invité mais qui n'a pas pu venir. Mais enfin, je trouve que je connais un peu la question de la modélisation atmosphérique. Ce que vous évoquez, c'est la controverse autour des rayonnements cosmiques et du rôle qu'ils pourraient jouer vis-à-vis notamment de la formation des nuages, qui a un impact sur le rayonnement et donc c'est un impact sur le changement climatique. Au jour d'aujourd'hui, le consensus scientifique est que la controverse est close. Les travaux, et là je répète, je parle en n'étant pas un spécialiste du domaine, je suis spécialiste de la modélisation atmosphérique, mais pas du changement climatique. Mais à ma connaissance, la controverse est relativement close. C'est des travaux qui étaient relativement esselés, qui avaient un intérêt. La communauté scientifique internationale qui est très structurée pour répondre à ces questions via ce qu'on appelle le groupement intergouvernemental des experts sur le changement climatique, elle est unanime sur ce sujet, il n'y a pas de controverse possible. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la controverse est scientifiquement close à ma connaissance. Oui, monsieur, vous vouliez intervenir ? Attendez, on va vous apporter un micro parce qu'on ne vous entend pas de toute façon. Il y a un pourcentage de responsabilité de l'activité humaine. Excusez-moi, j'ai juste pas bien compris. Quelle est donc la position de ce groupe, de ce groupement d'experts au niveau international? C'est l'activité humaine qui prévaut ou c'est évidemment les rayonnements cosmiques? C'est quoi la position? Il y a une influence reconnue de l'activité humaine. Voilà. Et le rayonnement cosmique n'est pas, et l'influence du rayonnement cosmique n'est pas ce qui expliquerait les évolutions qu'on voit.
Alors, est-ce qu'il y a encore des questions parmi vous sur toutes ces modélisations qui peuvent nous aider à maîtriser les problèmes environnementaux, monsieur? Oui. Concernant le domaine de l'hydrologie, est-ce qu'on est aussi avancé en termes de modélisation dans le domaine de l'hydrologie que dans le domaine de tout ce qui est analyse de l'air et des polluants dans l'air? Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de problèmes. On a vu encore le scandale au niveau du Rhône et des polluants qu'on a pu trouver qui étaient anciens et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une avancée des modèles qui vont nous permettre de mieux maîtriser les polluants anciens qu'on n'avait jamais analysés? Et puis pour l'avenir, où en est-on en la matière? Alors, pour ce qui est de l'hydrologie, hein, donc il y a deux choses. Il y a l'évolution du fluide lui-même et puis l'évolution à l'intérieur des polluants à l'intérieur du fluide. Alors, il est clair que la modélisation et la prévision en hydrologie sont beaucoup moins avancées que la prévision en météorologie, puisque en météorologie, les premières prévisions opérationnelles ont lieu dans les années 50 ou 60. En hydrologie, il y a juste un centre opérationnel qui s'est créé il y a peu de temps, c'est le CHAPI, donc, qui est à Toulouse, et qui a une activité opérationnelle juste naissante. Hein. Donc, en matière de prévision, c'est pour les crues, hein, oui, c'est essentiellement pour les crues. Donc, c'est un problème sur lequel les données existantes, les données de routine, il n'y a pas énormément de données de routine. Et pour la pollution, il y a des mesures, mais qui sont là aussi des mesures. Je ne pense pas qu'il y ait un réseau de mesures quotidiennes, par exemple, sur le Rhône. Et il y a des problèmes aussi, c'est que pour les crues, il y a des phénomènes qui sont d'une physique différente, c'est des crues lentes. Et puis aussi, par exemple, les phénomènes qui sont liés à des crues éclairs sur les Cévennes qui provoquent de gros dégâts et avec une physique relativement différente. Donc là, il y a une modélisation, parce que ce sont des phénomènes très très rapides. Et donc là, il y a des choses qui se mettent en place avec, par exemple, des données radar, mais bon, il faut quand même un certain temps. Hein. Peut-être d'autres éléments aussi sur cet aspect hydrologie, pas sur l'aspect crue. C'est vrai qu'une des grosses difficultés des scientifiques qui font de la modélisation en qualité de l'eau, c'est que les phénomènes à prendre en compte sont par exemple biologiques, et c'est beaucoup plus compliqué que les phénomènes purement chimiques, par exemple, qui intéressent Air Paris, dont on a un peu parlé puisqu'on avait un focus un peu fort sur la pollution atmosphérique. Et la modélisation biologique, c'est extrêmement difficile. Et après, un deuxième élément, c'est que la disponibilité des données, et ça c'est cohérent avec tout ce qui a été dit lors de cette table ronde, elle est cruciale. Et actuellement, ça balbutie en France. Il y a ce qu'on appelle des zones ateliers qui commencent à voir le jour, notamment au sein de l'Île-de-France. Il y a une zone qui est liée à ce qu'on appelle le Pyrénées-Seine. Il y en a d'autres, je crois, au niveau français, notamment à Nantes, pour commencer, au niveau déjà scientifique, de collecter beaucoup de données sur la qualité de l'eau, pour aller vers des modèles, et puis après pour aller vers un eau parif ou je ne sais pas quoi, mais enfin c'est... Est-ce qu'on peut envisager dans l'avenir, justement, puisqu'on sait qu'on s'oriente vers une rareté de l'eau, ou en tout cas une rareté d'une eau disponible pour nous les humains, est-ce qu'on peut imaginer que les modèles puissent amener à calculer et à prévoir qu'en fonction des précipitations, de la pénétration de l'eau dans les terres, de leur remise à disposition dans nos ruisseaux ou dans nos rivières, et finalement de la réexploitation par les agences de l'eau à travers leurs moyens techniques. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a des choses, parce que c'est quand même quelque chose qui est un sujet qui est relativement important, qui est un sujet au niveau mondial qui est crucial, même critique, et on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas une telle avancée en la matière, quoi. Est-ce que c'est parce qu'on est un pays riche en eau qu'on s'en préoccupe moins?
Oui, bah, de toute façon, pour arriver au résultat que vous préconisez, il n'y a pas de grandes barrières scientifiques, hein, parce qu'a priori, on sait faire, mais il faut connaître la nature du sol, par exemple, avoir une connaissance détaillée de la nature du sol. Il faut connaître les flux d'eau à travers le sol, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Et il faut connaître aussi l'interface, il faut bien connaître l'interface entre l'atmosphère et le sol, quelle est la part d'infiltration, quelle est la part de ruissellement. Donc ça dépend aussi de la végétation et de la nature du sol. Donc il y a des quantités phénoménales de données qui sont à recueillir, et puis une connaissance aussi fine de la physique de ces problèmes. On n'en est pas arrivé là. Mais bon, a priori, il n'y a pas d'obstacle, mais ce sera un problème certainement très très long à résoudre et aussi très coûteux. Hein. Mais il n'y a pas d'obstacle scientifique à ma connaissance majeur, mais c'est très cher. Problème de décision et de moyens, quoi, finalement. Absolument, oui. Alors, par rapport aux modélisations liées au climat, pour poursuivre la question que posait Madame tout à l'heure, il y a un problème qui se pose aux chercheurs qui travaillent avec des modèles pour essayer de prévoir l'évolution du climat, c'est d'essayer de localiser cette évolution du climat. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est pourtant c'est un des défis d'aujourd'hui dans ces modélisations. Pouvoir essayer de prévoir l'évolution du climat à l'échelle locale. Parce qu'aujourd'hui, on arrive, grosso modo, tout en n'étant pas absolument sûr de toutes ces prévisions. Mais enfin, je parle à grande échelle, hein, je parle par rapport au réchauffement climatique. Là, on arrive, grosso modo, à pouvoir dire que telle partie du monde va sombrer dans la sécheresse, d'autres auront des inondations, etc., grâce à ces modèles. Mais à l'échelle beaucoup plus locale, c'est beaucoup plus difficile. Oui, plus on descend, disons, dans les échelles, plus les problèmes sont difficiles, pour une raison au moins simple. On en revient au même problème, c'est que localement, on a beaucoup moins de données. Donc, ouais. Il faut pouvoir projeter sur la situation locale. Mais c'est pourtant ce dont on a besoin aujourd'hui dans les modèles. Alors, que faites-vous? On n'a pas besoin dans les modèles, ça correspond à une demande sociale. Ça correspond à une demande sociale, mais... Oui, ça correspond à une demande sociale, oui. Mais on en a parlé d'une certaine mesure tout à l'heure, parce que quand tout à l'heure on a parlé de la complexification des modèles, qui devenaient de plus en plus fins, qu'ils n'avaient pas des mailles, pour reprendre le terme de Philippe, je ne sais pas quel exemple tu avais pris, de 100 km par 100 km. Mais enfin, bon. Donc l'enjeu, c'est le raffinement des modèles, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. C'était dans une autre optique, pour être plus précis, par exemple pour la prévision. Mais c'est la même problématique pour répondre à la question que vous posez, qui est une des questions chaudes cruciales d'aujourd'hui. Chaudes du moment, mais les scientifiques travaillent dessus. Est-ce qu'il y a encore une question, monsieur? Oui, pour rester dans le climat, et puis pour élargir un peu après, le recueil des données qui se font justement pour alimenter tous ces modèles, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister aujourd'hui à une disparition de ces données? Par exemple, moi j'ai travaillé sur les glaces. Les glaces sont en train de fondre un peu partout. Sur l'étude du climat, ça pose un problème parce qu'on va chercher les glaces du passé, et si elles fondent en surface, l'information climatique disparaît. Est-ce qu'il y a dans d'autres domaines une disparition des données qui permettent d'alimenter les modèles aujourd'hui, du fait du changement climatique ou d'autres changements? Non, je crois, vous savez, à Grenoble, le LGGE travaille sur les calottes polaires. Il y a des recueils de glace réguliers, et je crois que tout ça est conservé, et les bulles en particulier d'air qui sont piégées par la glace sont analysées et servent à alimenter les modèles climatiques. C'est une des grandes informations dont on dispose sur le climat, hein, pour alimenter les modèles de climat. Il n'y a pas à proprement parler de disparition des données. Enfin, Non, je parlais par exemple de la fonte des glaciers. Oui. Si les glaciers fondent, effectivement, on n'a plus de données au niveau des glaces. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à aller récolter des données aujourd'hui?
Si, mais c'est fait, hein. C'est fait. Et puisqu'on parlait aussi de l'observation satellitaire, les satellites gardent trace de toute l'évolution des glaces de mer, par exemple, sur les, je sais pas, sur les 30 dernières années, vraisemblablement. Hein. Et aussi, les glaciers sont suffisamment importantes, de taille suffisamment importante, pour que les satellites puissent donner des observations sur leur évolution. Hein. Philippe Lameloise. Oui, je voulais rebondir un peu là-dessus, sur un autre axe, sur le fait de disposer de données mesurées et observées. Je crois qu'il faut quand même bien qu'on se dise entre nous, et c'est un des dangers de la modélisation à l'heure actuelle, que modéliser toute proportion gardée, c'est pas cher, et que mesurer, c'est cher. Et du coup, il y a une tendance naturelle à l'heure actuelle à partir sur ces outils qui sont des outils extrêmement performants dont maintenant on ne pourrait plus se passer de toute façon. Ce n'est pas du tout une remise en cause de leur existence, mais eux-mêmes ont besoin d'informations et d'une certaine façon les modèles eux-mêmes ou la logique de la modélisation coupe un peu la branche sur laquelle elle est assise, parce que on produit du coup de moins en moins de données observées. Alors il ne faudrait pas les mêmes, il y aurait une stratégie à mettre en œuvre de collecte des données aux besoins de la modélisation qui est différente de l'observation telle qu'elle était vue avant la modélisation, mais il y a un gros effort de collecte de données, de mesures qui est nécessaire et sur lequel on est en train de faiblir. Moi je le vois très nettement au niveau de la gestion de la politique publique. Les fameuses enquêtes déplacement qui coûtent extrêmement cher, qu'on fait une fois de temps en temps, où on essaye de comprendre les raisons et la façon dont les déplacements s'organisent dans une région comme la région parisienne. Avant, ça se faisait tous les 5 ans. C'est des choses qui mobilisent des moyens absolument énormes. C'est très riche en résultats, ça permet de décrire assez finement les flux de trafic. Ben, on n'en fait plus, c'est-à-dire il n'y en a plus de programmés, tellement c'est cher. Et on se dit, on tiendra avec la modélisation. Ben oui, mais la modélisation va vite s'asphyxier. Bon, il y a une question, pardon. Où Au premier rang. Ah, bah, au premier rang. À propos de ce recueil de données, dans quelle mesure vous ne pouvez pas vous servir sur le sujet dont vous avez parlé, finalement de véhicules qui supporteraient des antennes qui permettraient peut-être de recueillir des données et les retransmettre tout aussi facilement. Donc en fait, ça serait peut-être des partenariats avec des constructeurs automobiles qui équiperaient les voitures d'antennes, comme aujourd'hui on a des GPS. Sauf que donc là, les moyens techniques ils sont déjà intégrés en voiture. Sur les voitures, il faut juste derrière qu'il y ait un savoir-faire technique, une intelligence finalement que vous maîtriseriez. Alors ça se fait déjà un peu. En particulier pour caractériser le trafic, on utilise des véhicules qui sont noyés dans le trafic. Alors il y a des véhicules qui sont noyés dans le trafic et qui sont un peu particuliers. Il y en a deux types, c'est les taxis et les bus. Et ces informations-là sont récupérées pour produire les fameuses cartes de trafic que vous avez, que nous utilisons aussi, du type citadin. Mais pour le moment, c'est une donnée de fluidité, de congestion du trafic, c'est tout. Ce n'est pas une donnée de pollution atmosphérique. Si on voulait des données de pollution atmosphérique, il faudrait les fameux microcapteurs qui étaient évoqués par Bruno Sportis. Pour le moment, on en est au tout début. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des microcapteurs de mieux en mieux, mais ils ont encore quelques petits défauts et ils gardent encore un peu trop la mémoire de la pollution atmosphérique qu'ils ont vue. Pour simplifier les choses, ils marchent bien au début, puis plus ça va, plus ils ont des difficultés. Mais on y arrivera sûrement. Je crois à ça, oui. Je pense qu'on pourra arriver à avoir des informations qui seront géolocalisées par GPS, et qui pourront être simplement apportés. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas structuré du tout. Dans le domaine de la météorologie, il y a à peu près l'équivalent, parce que les avions de ligne ont des capteurs qui
donne des mesures qui sont retransmises au centre météorologique et au réseau mondial de météorologie pour alimenter les modèles. Et justement, monsieur, la société Aria Technologies, en quoi vous seriez pas intéressé, vous, à développer ce type de service? Parce que vous êtes là, finalement, un producteur de services qui utilise les compétences et le savoir-faire pour pouvoir fournir des services au public et aux entreprises, aux collectivités. Non, bien sûr. Donc, nous sommes intéressés par les données aussi, mais enfin, notre cœur de business est quand même plus le modèle. Donc, notre cœur de travail est beaucoup plus le modèle que les mesures, mais les deux étant étroitement couplés, c'est clair que la façon dont on peut définir des programmes de mesure, par exemple sur des véhicules embarqués sur des véhicules, ou encore donc sa façon de les exploiter, c'est clair que ça fait partie totalement de notre mission. Bien, cette table ronde touche à sa fin. Je voudrais remercier Philippe Lameloise, Armand Albergel, Isabelle Herlin, François-Xavier Ledimet et Bruno Sportis pour nous avoir renseignés sur ces outils tout à fait futuristes. Ils sont déjà là, mais ils promettent beaucoup pour le futur. Merci pour votre participation et bonne continuité sur ce Salon européen de la recherche et de l'innovation.